Ma nuit au musée, Belinda Cannon, venir d'une mère. Ouverture. Le ventre de la nuit se pose sur le mucem, enserré dans sa résille de béton qui brille sous un ciel net. Ciel d'octobre, tranquille, petit vent, odeur marine. L'esplanade ouvre sur le large. La ville s'étire derrière le musée comme une queue de comète. À droite, le bout de la digue du large. À gauche, les îles du Frioul enrichissent la perspective sans boucher la vue. La vue, c'est-à-dire la Méditerranée tout entière, dans laquelle, tirée par le Mucem, Marseille s'engage. L'élégante passerelle relie le J4. On désigne ainsi l'édifice de Rudi Ricciotti, au vieux bâtiment du Fort Saint-Jean en sentinelle au-dessus de la passe du Vieux-Port. J4, 2 passerelles, plusieurs jardins, le Fort Saint-Jean et les réserves entreposées dans le quartier de la Belle de Mai, le Mucem est un vaste complexe. J'ai beau y être venue des dizaines de fois, je ne m'habitue pas à sa beauté, car l'expérience du lieu offre toujours plus que ce que ma mémoire en avait retenu. Une évidence majestueuse, profuse. On a installé mon lit de camp à l'étage, près du restaurant fermé, dans la salle VIP, près du restaurant, dont la grande baie permet de voir l'esplanade, la mer, et au nord, l'Estac et le Rove. Elle me fait tout de suite penser au Lookout, au dernier étage de Hauteville House, la maison d'exil de Victor Hugo, à Guernesey. L'écrivain travaillait dans cette petite pièce vitrée dominant la mer. Moi, je me contenterai de prendre des notes dans le carnet que j'ai réservé à cette nuit. Peu de chance que j'ai le temps d'y écrire la légende des siècles, même si c'est de ça que j'aimerais parler. Des siècles aussi. À 20h, Cécile, la responsable de la programmation du musée, Geoffroy, le photographe, et Marie, la collaboratrice de mon éditrice Alina Gurdiel, ont quitté le vaisseau. On m'a présenté tout à l'heure les rondiers et leur chef a décrété que je m'appellerais, pour nos éventuelles communications par talkie-walkie, oiseau de nuit. Hasard qui me ravit car j'ai souvent évoqué ici et là dans mes livres des oiseaux de nuit, voire des beaux oiseaux, à mon tour d'être ainsi désignés. Aux 3 vigiles qui seront de garde jusqu'au matin et qui, dans le talkie-walkie, répondront indistinctement au nom de Charlie. Charlie est une fonction, pas un prénom. J'ai demandé de ne surtout jamais se montrer. Le principe étant que je passe cette nuit seule dans le Mucem. Et si je les croise à tout bout de champ, ou même de temps en temps, je n'éprouverai pas cette solitude exceptionnelle qui fait partie de l'expérience. Car dans l'idée de la nuit au musée, la solitude est un ingrédient capital, non ? Une fois que tous sont partis, je choisis une petite table haute et ronde que je place sous une lampe et j'y pose mon carnet et un stylo. Puis je sors de mon livre un duvet, prêté par ma sœur qui habite Marseille, et mon repas. Chez un Libanais, j'ai acheté de quoi composer un petit mezzé, boulettes, houmous, falafel, olives, taboulé, etc. pour parfaire l'ambiance. Je vais sillonner le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je dormirai au-dessus de la Méditerranée. Je mange méditerranéen. En toute chose, il faut de la méthode. Tout à l'heure, l'éclairage bleu qui emmerveille la dentelle de béton s'éteindra. Silence, solitude. La grande palpitation de la mer devinée derrière la baie. La nuit, le temps respire plus lentement. Un autre passage. Dans ma maison de Galaxidi, dans la maison de Galaxidi, j'éprouve un bref ravissement chaque fois que surgit par une fenêtre le bleu intense de la mer. Lors de ces échappées du regard, souvent je songe à ma mère, qui à présent, installée en Corse,
au long de journées sans doute interminables, reste assise dans un fauteuil où son esprit, que le développement d'un Alzheimer enténèbre lentement, divague. Elle a choisi ce siège près d'une fenêtre par laquelle elle contemple, fidèle et magnifique, sa Méditerranée. Pendant ma nuit au Mucem, en prenant conscience de la nature dedans, dehors du musée, j'ai repensé un détail de la maison de Galaxidi. Son salon est pourvu d'un grand miroir sur le mur qui fait face à la fenêtre ouverte sur la mer. Si, en se baignant, on se poste à un certain endroit, on peut surprendre le reflet de son corps dans le miroir lointain. Étrange sensation d'être dans l'eau dans le salon. Mais souvent, on a beau tournicoter dans la mer, l'endroit magique se dérobe et le miroir reste vide. J'aimerais saisir mes reflets dans le miroir de la Méditerranée. Un livre tel que celui-ci ne repose-t-il pas précisément sur le jeu du dedans dehors ? J'expose ce qui du temps et de la mémoire, celle de la Méditerranée et celle de ma lignée, celle de mon existence, habite les méandres de mon identité. Cézanne disait « Le paysage se pense en moi et je suis sa conscience ». Voilà ce que j'aimerais faire avec la Méditerranée. Être dans ce livre sa conscience, ou tout au moins une conscience partielle, personnelle. Je reconnais que même exprimée avec cette réserve, l'entreprise me paraît présomptueuse. Merci beaucoup Irène Jacob pour cette lecture du début du livre, donc Belinda Cannon, Venir d'une mer, publié aux éditions Stock dans la désormais très connue collection Ma nuit au musée. Une nuit un peu particulière pour avoir eu le plaisir de lire plusieurs des livres de cette collection. Une des particularités de l'aventure qui a été la vôtre, et c'est à un moment donné mentionné dans le texte que nous venons d'entendre, c'est ce fameux dedans dehors. Vous vous enfermez pour sortir. Et ça, c'est vraiment très particulier dans votre texte. D'abord, par la géographie, c'est qu'effectivement, ce musée se trouve face à la mer. Il est imprégné même des odeurs de la mer, de sa présence. On est à la fois dans un lieu qui pourrait être tellurique, puisqu'il est ancré dans le sol, et simultanément, on est à bord d'un grand paquebot, d'un navire. Est-ce que vous l'avez choisi pour cette raison, Belinda ? Les raisons pour lesquelles je l'ai choisi sont multiples, mais je dirais plutôt que... Enfin, je l'ai choisi... pas seulement, mais c'est surtout le musée de la Méditerranée. Donc, ce qui m'intéressait, c'était cela. Je l'ai choisi parce qu'il était à Marseille, où j'ai grandi, une partie en tout cas de ma jeunesse. Et le dedans-dehors de ce musée, je l'ai découvert en y étant. C'est-à-dire en passant ma nuit... Enfin, je le savais vaguement, mais quand on passe une nuit dans un lieu comme ça et qu'on se met à l'explorer, qu'on est seul, qu'on est tranquille et qu'on a tout son temps, on se met à voir des choses qu'on voyait plus ou moins bien. Et cette idée du dedans-dehors, je crois que c'est vraiment un principe de construction du bâtiment. Et en même temps, on pourrait dire la littérature, c'est quoi? C'est ça aussi. C'est toujours jouer sur le dedans-dehors, c'est plonger en soi pour donner à lire. C'est vraiment ce jeu-là. Donc le Mucem me représentait parfaitement cela, mais c'est vrai que je l'ai découvert au fur et à mesure en l'explorant et en voyant combien tout était construit selon ce principe. Oui, parce que vous l'évoquez, ce dedans-dehors, il va aussi advenir en vous, parce qu'on peut imaginer qu'on choisit de passer une nuit dans un musée pour ce qu'on va y voir, mais simultanément, et vous le dites plus tard dans le livre, ce n'est pas les fantômes du musée que vous allez rencontrer, c'est les vôtres en quelque sorte. Et finalement, au lieu de regarder vers l'extérieur, vous allez regarder, comme vous dites, ce que font si bien les écrivains, regarder vers l'intérieur. En même temps, je dois avouer quelque chose, c'est que, évidemment, dans ce genre d'expérience, on n'écrit pas le livre dans le musée. On ne l'écrit pas le long de la nuit. Et donc, il y a une double temporalité. Il y a celle véritablement de la nuit dans le musée. Et puis ensuite, il y a le temps de l'écriture, qui, lui, évidemment, est beaucoup plus long et qui prend des mois. Et dans le temps de l'écriture, on découvre des choses qui concernent et la nuit, et le musée, et l'expérience qu'on y a faite.
Et ça, je crois que si cette collection, La Nuit au musée, est tellement intéressante et tellement aimée, aussi, c'est précisément parce que le fait de la solitude dans un lieu qui est un lieu public, parce qu'après tout, on est souvent seul dans une maison, à soi, ou dans des maisons, dans des hôtels, que sais-je. Mais ici, on est dans un lieu public qui est destiné à être traversé par le public, et soudain, on s'y retrouve seul, et surtout, on y passe la nuit. Et moi, je crois que le fait d'y passer la nuit ouvre sur les fantômes, l'intériorité, le passé. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la collection, très souvent, ouvre sur des récits personnels. Il y a quelque chose aussi de la caverne de Platon dans l'expérience que vous faites, toujours dans l'idée du dedans-dehors, mais cette fois avec l'idée de la révélation, n'est-ce pas ? Oui. Moi, je préfère parler, à vrai dire, de la caverne préhistorique, c'est-à-dire pourquoi les hommes préhistoriques s'enferment, entrent, descendent dans les cavernes, pourquoi ils représentent sur les murs des figures dont on ne sait pas vraiment à quoi elles étaient destinées, ce qu'elles représentaient. Il y a quelque chose d'une volonté, en tout cas au moins, d'attraper la force des animaux qui sont représentés sur les parois de la caverne, dans ce geste d'aller les mettre sur le mur. Dans La Nuit au musée, il y a plus ça. Il y a tout à coup, on s'enfonce dans un grand ventre, dans les ténèbres de ce ventre, et on essaye, enfin, au fil du temps, mais j'insiste, au fil de l'écriture aussi, par laquelle on revisite ce qui vient d'être traversé au long d'une nuit, on essaye d'attraper quelque chose de très profond, voire d'archaïque. Vous dites que vous avez lu l'Odyssée avant de vous rendre pour votre nuit au Mucem. Pour quelle raison l'Odyssée en particulier ? Toujours pour la Méditerranée, parce que ça se passe sur ce territoire-là ? Oui, bien sûr. Vous savez, quand on prépare un livre, on se dit, bon, enfin, on commence à faire des lectures, à avoir des activités qui sont liées au livre qu'on envisage. Et évidemment, le livre de la Méditerranée, puisque je voulais parler du fait que ma famille avait sillonné la Méditerranée pendant presque 100 ans, je me disais, qui a sillonné la Méditerranée ? Bien sûr, c'est Ulysse. Et je n'avais jamais lu l'Odyssée en entier. Je connaissais, comme tout le monde, des morceaux de l'Odyssée. Et donc, j'avais cette Odyssée sur mes étagères. Je me suis dit, je vais le lire en entier. Et d'un seul tenant, d'un seul geste. Et c'était très intéressant parce que lire l'Odyssée, c'est vraiment s'inscrire à un moment donné dans le temps. C'est-à-dire que tout à coup, on entre dans cette longue file des auditeurs, lecteurs de l'Odyssée à travers les siècles. Tout à coup, on s'inscrit dans une cohorte, dans une... lignée même. Pardon ? Une lignée même, d'une certaine façon. Peut-être qu'on peut dire ça. Voilà, en tout cas au moins dans une théorie de lecteur, et on vient prendre sa place. Ça, c'est une expérience très bouleversante. Et comme ce livre était un livre sur le temps, la lecture de l'Odyssée a exalté, disons, en moi cette perception du temps long qui correspondait aussi à ce que je voulais raconter. À l'époque, je me demandais si j'allais pas suivre aussi. Vous savez, je cherchais, je me disais peut-être que mon livre sera construit comme l'Odyssée. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, mais moi, ça aurait pu. L'Odyssée m'interpelle, et on va le voir parce qu'on va en parler des grandes thématiques qui jalonnent ce livre. Quand je pense à Ulysse, je pense à la question de la quête du lieu d'origine. C'est un homme qui essaie de rentrer chez lui. Il va en être question. Où est-ce chez vous ? Vous vous interrogez sur la question de l'identité, d'où sont les racines, existent-elles, quelles sont-elles ? C'est un homme qui va, à un moment donné, dire dans l'Odyssée qu'il est personne, donc toujours encore la question de l'identité. Il y a la question de la mémoire, je pense au L'Autophage et l'île de l'oubli. Donc il y a tous les sujets qu'on va retrouver en réalité dans vos propres questionnements à l'intérieur de ce livre, et notamment la question de l'identité et de la mémoire. Alors l'identité, évidemment, votre vie, elle est à l'image de beaucoup de Méditerranéens, faite de migration, de voyages, et on a presque l'impression qu'en écrivant ce livre, vous vous en rendez compte, comme si le fait de tisser les mots, alors que vous le saviez, vous connaissiez quand même vos origines, on a l'impression que c'est presque une découverte à l'écriture. Pourquoi ? Peut-être parce que, vous savez, quand on découvre les choses en les pensant, on les découvre encore mieux en les écrivant.
je savais venir d'une mère. Je savais que je venais d'une mère. Mais je ne l'avais pas vraiment pensé jusqu'au bout. D'abord, je l'ai vraiment pensé il y a assez peu de temps, avant le livre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire venir d'une mère? C'est ça qui est intéressant. Venir d'une mère, ça veut dire ne pas venir d'une terre. Et ne pas venir d'une terre, ça veut dire ne pas avoir de lieu dont on puisse dire « ici, c'est chez moi ». Ici, ça a été chez moi. Ici, mes ancêtres sont enterrés. Ce pays, mes ancêtres l'ont défendu lors des guerres, etc., etc. Quand on vient d'une mère, on ne peut pas dire, on ne peut rien dire de cela. Et alors, qu'est-ce que ça fait sur une personne de ne pas pouvoir s'ancrer dans une terre à travers le temps? Et c'est ça qui m'intéressait d'explorer, c'était ce fait de ne pas venir d'une terre, je dirais. Au départ, c'est ça. Et ça m'oblige à réfléchir à mon identité d'une manière... Alors, qu'est-ce que c'est, mon identité, du coup? Je propose qu'on écoute un extrait, Irène, s'il vous plaît. Alors, la photo, là, on voit la passerelle dont on va parler. Ainsi n'ai-je pas eu peur au Mucem. Enfin, presque pas. Après ma nuit, j'ai été obligée de répondre aux curieux. Messieurs, dames, en fait, j'ai eu un peu peur. Mais dans le J4, pas. Oh non, j'étais au chaud dans le J4, avec ses transparences et ses clartés, ses souffles marins, sa beauté. Mais j'ai frémi dans les jardins. Car bien sûr, j'ai fini par emprunter la passerelle qui conduit au Fort Saint-Jean, comme j'attendais ce moment, comme je m'en délectais d'avance. Cette passerelle est à elle seule un chef-d'œuvre dans le chef-d'œuvre. Une ligne pure, très simple, mais justement, c'est sa simplicité qui est sublime, et je pèse mes mots. Elle prend appui en U sur le toit terrasse qui s'ouvre devant le look-out, et pendant quelques mètres, elle s'élève doucement, puis elle s'élance au-dessus du vide, d'où l'on peut voir l'eau clapotante, 19 mètres plus bas, avant de rejoindre une vaste esplanade devant le Fort Saint-Jean. Ici, j'éprouve la tentation de donner des chiffres et des détails techniques, car l'émerveillement, je l'ai déjà observé, emprunte souvent ce langage. Nous avons tous assisté à ces moments qui paraissent si bêtes où devant un spectacle émerveillant, le visiteur ou le guide se met à débiter le poids, les années, les mètres qui le caractérisent. Mais pour celui qui ne dispose pas assez de mots, ou de mots assez subtils, ou dont l'émerveillement est trop fulgurant pour qu'il ait le temps de les trouver, comment mieux exprimer son émotion qu'en donnant la mesure de la merveille? Normalement, je possède un vocabulaire suffisant pour décrire la beauté de la passerelle. Mais quand même, l'ingéniosité humaine qui se manifeste dans certains ouvrages d'art, par exemple les barrages ou les cathédrales, provoquant à juste titre notre émerveillement, nous incite à déployer des considérations techniques. J'hésite quand même. Poser le pied sur la rampe ou entreprendre la description de ses caractéristiques. Mon pied reste en l'air. Exercice d'équilibrisme mental. Alors, vite, je profite de ce suspense pour balancer les détails. La passerelle, de 115 mètres, est constituée de voussoirs de 4,5 mètres moulés en atelier, puis assemblés sur le lieu avec une précision au dixième de millimètre. Pour maintenir les voussoirs entre eux, des câbles mis en tension les traversent. Le matériau du BFUHP, béton fibré ultra haute performance, prononcé BFUP, est lui-même une merveille. Il a permis de réaliser la résille, les colonnes qui enserrent le bâtiment central et les passerelles. En général, le béton est composé de sable, d'eau, de gravier et de ciment. Le BFUP, outre son gravier très fin, qui explique sans doute sa douceur au toucher, a ceci de particulier qu'il contient de la fibre de métal assurant aux pièces une très grande résistance. Vous me trouvez aride ? Mais la description n'a occupé que la moitié d'un paragraphe. Et l'invention technique est si exaltante. Il m'est arrivé d'aller sur des circuits de Formule 1, sport qui ne m'intéressait pas plus que ça, où je me laissais captiver par le ballet des ingénieurs autour des moteurs, des bolides. J'aime l'intelligence appliquée, concrète, qui se manifeste dans un moteur ou un béton. Or, si l'on s'émerveille devant le Mucem,
on finit par s'intéresser à sa chair, ce matériau qui par endroits est soyeux comme une peau de femme ou comme une écorce de hêtre, et qui est assez prodigieux pour qu'on en fasse une passerelle autoportée, lancée dans le vide pendant plus de 100 mètres. Voilà. Ça y est, je pose le pied. J'avance très lentement, en faisant glisser ma main sur le béton. Je savoure la passerelle. Privilège de la nuit, c'est la première fois depuis que je viens au Mucem que je m'y trouve seule. Alors, comme pour entrer mieux en contact avec elle, pour l'écouter, je m'arrête et je tape du pied. Il me semble qu'elle vibre. Illusion ? Maintenant, reprenant ma progression, j'ai l'impression de marcher sur une corde de violon tendue. Délectation. Je tape encore du pied. Il me semble encore que la passerelle vibre. Je regarde en bas le petit bras de mer qui sépare le J4 du fort et dans lequel, si tout s'effondrait, je m'abîmerais. Bien sûr, elle ne tombera pas. Mais comme pour les avions et les revenants, l'idée suscite un lointain frisson de l'âme. La ville scintille devant moi. La bonne mer se détache pile dans le prolongement de la passerelle. Bien joué. On aperçoit aussi émergeant de l'ombre la grande barre blonde des immeubles de Pouillon dans le quartier du Panier. J'ai toujours aimé ces immeubles et cet architecte, au point que quand je suis allée en Algérie, où il a beaucoup construit, j'ai cherché ses ouvrages. Je crois que me plaît la simplicité majestueuse de ces bâtiments et le fait qu'ils sont en belle et solide pierre. D'un côté le Béfup, remarquable du G4, de l'autre la pierre noble des Pouillons. Je les nomme ainsi. Soudain, je me demande si la coursive qui tourne autour du bâtiment central ne serait pas comme l'expansion, l'étirement de l'idée de la passerelle, ou l'inverse. Tout est passerelle ici, de toute façon, entre le môle et la ville, entre Marseille et la rive du sud de la Méditerranée, entre le contemporain et l'ancien. Alors, ce cordon noir bandé est à juste titre le symbole du Mucem, autant que la résille. Merci pour cette lecture. Alors, avant de revenir sur la question de l'identité, parce qu'on aura un autre extrait tout à l'heure, en écoutant celui-ci, je me disais que, alors qu'il est question de choses très intimes, très intérieures, de mémoire, d'identité, etc., vous prenez les choses par quelque chose d'extrêmement organique. C'est-à-dire que vous vivez cette expérience en partant de la pierre, en partant de la construction, et même les vibrations, comme si ces vibrations que vous allez ressentir vont venir réveiller vos propres cordes vibratoires. Est-ce que c'était ça la démarche ? Est-ce que c'est ce que vous nous racontez quand vous nous faites plonger dans cette expérience, encore une fois, physique de l'expérience de la nuit au musée sur cette passerelle ? Vous savez, peut-être que je ne peux jamais m'empêcher de revenir à quelque chose de physique ou d'organique, ou en tout cas de sensoriel. Donc le musée, c'était aussi, et la traversée de la nuit, c'était aussi une façon de prendre, de ressentir physiquement cette construction. Et évidemment, là, le passage sur la passerelle, il est intéressant à cet égard, parce que la passerelle, qui a l'air d'être un bloc de béton, un jet de béton en tout cas, elle vibrait. C'est-à-dire qu'elle-même, elle renvoyait à du vivant, à de l'organique. Je pense que c'est un des mérites du bâtiment aussi de Ricciotti, que ce constant rapport avec l'organique, dans ses motifs, dans sa façon de laisser passer le vent et l'eau. Quand on est dans le musée, on est donc dedans dehors, quand on est sur les coursives, on est derrière la résie, donc on a les odeurs, les bruits de la mer, les bruits qui sont en bas sur l'esplanade, on a les odeurs, enfin. Et ça, c'est une expérience étrange d'être à la fois dans un bâtiment et d'avoir toutes ces perceptions sensorielles qui sont liées à l'extérieur du bâtiment. Mais là aussi, est-ce que c'est pas ça la littérature, justement ? Est-ce que c'est pas ce rapport entre ce qu'on construit, ce qu'on bâtit, qui a l'air à la fois très intellectuel, très pensé, très abstrait, et qui nous donne accès à du vivant, de l'organique, de l'inconscient ?
Alors il y a une autre particularité à ce musée, c'est que vous êtes probablement une des seules écrivaines qui a pu parler avec l'architecte du musée. Et ça, c'est quand même... D'abord, c'est un privilège, et c'est assez drôle aussi, parce qu'en fait, vous avez eu un petit peu peur que la passerelle vibre comme ça, non ? Je vais vous lire. Je vais vous lire le petit passage avec Irène, en effet, de ma conversation. Je vais juste préciser qu'en effet, je me suis aperçue un beau jour que j'avais la chance, que n'ont aucun de mes camarades qui passent leur nuit au musée, j'avais la chance d'avoir un architecte vivant à portée de téléphone. Et donc, en effet, j'ai contacté Ricciotti avant d'aller passer ma nuit au musée, et je suis allée le voir, j'ai essayé de discuter avec lui, de voir ce qu'il me dirait. Et donc, on avait convenu de s'appeler dans le cours de ma nuit au musée. Et après le passage sur la passerelle, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Rudy Ricciotti. Enfin, je n'ai pas d'abord appelé, je lui ai laissé un SMS. Alors, ça donne cette conversation. 22h32. Rudy, on est d'accord que la passerelle vibre, même quand on est seul à marcher dessus. 22h37, Rudy Ricciotti. Quoi ? 22h38. C'est cette nuit que je suis au Mucem. Donc, pour la première fois, je me suis trouvée seule sur la passerelle. Elle vibre. Tu es à Madagascar ? 22h39. Non, voyage annulé à cause de troubles politiques. Je transmets à mon fils, l'inventeur du BFUP. 23h. Message de Romain, mon fils, et sa réponse. Belinda Cannon passe la nuit dans le musée pour écrire un livre et me dit que la passerelle vibre. Émoticône de rire. Lui, bon, on va se renseigner. Il faut que le MUSEM fasse les inspections des amortisseurs déjà. 23h02. En devinant que Belinda ne connaît peut-être pas le sens d'amortisseur qui vibre, d'amortisseur qu'il faut vérifier. Mon fils Romain parle des amortisseurs de masse accordée, les petits poids dans les ressorts. 23h02, pas très éclairé. Zut alors, moi je ne trouvais pas ça inquiétant. C'est comme marcher sur une corde de violon. 23h03, pas de risque, mais le côté expérimental, extrême, appelle des contrôles réguliers. Tu es sur un fil de toile d'araignée. 23h05, fais l'amour sur la passerelle à la fréquence propre de celle-ci. Tu peux pousser l'ouvrage à sa ruine. 23h05, je lui envoie un petit émoticône avec un chapeau pointu, des cotillons, serpentin, et je ne commente pas. Mais c'est une expérience qui est à la fois drôle, mais c'est aussi là, tout d'un coup, qu'on prend toute la dimension à la fois de l'aspect monumental de ce lieu-là, qui a l'air immuable, mais qui en même temps est fragile, un peu comme toutes les constructions des hommes. Il y a ça aussi, puisqu'on est sur la question du temps dans votre livre, c'est de vous rendre compte que même ce bâtiment majestueux, qui a l'air incroyablement figé, solide, etc., en réalité, non seulement il est en mouvement, mais il n'est pas immuable. Disons que le MUSEM, particulièrement, vous savez, il est construit sur un môle, c'est-à-dire je ne sais pas comment définir le môle, mais vous savez peut-être, c'est vraiment un territoire, un morceau d'espace qui est gagné sur la mer. Donc il est fait avec des remblais, toutes sortes de matériaux de peu d'importance et d'intérêt, mais qui est posé dans l'eau et sur lequel est posé le MUSEM. Donc c'est finalement pas très solide, et ce qui explique qu'on n'ait pas mis de réserve en dessous. Par exemple, on n'a vraiment rien utilisé du dessous du MUSEM parce que il est là, et on a presque l'idée qu'il doit combattre la mer, les forces de la mer. J'aimerais qu'on revienne sur la question de l'identité qu'on avait entamée tout à l'heure avec un petit extrait, Irène, qui est, je crois, page 39, un petit extrait qui nous permettra d'en parler. Mémoire ? C'est ça ? Non. Si ? Non, c'est page 39. Ah, c'est très bien, d'accord. Oui. Mais je dois revenir sur mon sentiment d'être une immigrée. Quiconque m'observe aujourd'hui peut estimer que j'exagère. Je suis un modèle d'intégration. Écrivain, enseignante, bien installée. Et à part mon physique, rien n'indique mes origines exotiques. Du reste, je suis loin de n'habiter que cette identité-là, qui n'est que partielle. Je m'explique.
Le philosophe Paul Ricoeur a élaboré la notion d'identité narrative. Par cette formule, il exprime le fait que, quand je veux dire qui je suis, j'opère une sélection parmi les souvenirs et les expériences qui me semblent significatives. Et c'est leur narration, ce que je me raconte sur moi-même, qui fabriquera mon identité. C'est pourquoi Paul Ricoeur affirme que l'identité du soi est une identité narrative. Sur le parcours connu de ma vie, je peux tracer plusieurs itinéraires, tramer plusieurs intrigues, bref, raconter plusieurs histoires. Ainsi, dans ce livre, j'ai la tentation d'explorer mieux l'histoire des générations qui m'ont précédée, laquelle explique que je me perçoive comme une migrante. Je ne suis pas que cela, mon identité a d'autres facettes, mais je suis aussi cela dont j'aimerais dérouler la narration. Souvent, on dit qu'on appartient à un pays, mais le sentiment d'une immigrée, celle qui par définition n'appartient pas, ou pas depuis longtemps, se construit plutôt sur le mode du désir. On cherche à s'approprier le pays, à se l'incorporer. Comment et en quoi m'appartient la France ? Par sa langue d'abord. Alors, par sa langue, le territoire, hein, comme le disait Camus, c'est un pays, la langue. Évidemment, on s'y ancre et quand on a la vocation de l'écrivain, c'est d'autant plus, disons, cohérent et nécessaire de s'y ancrer. Mais malgré tout, vont surgir dans votre mémoire des bribes de votre histoire. D'abord, votre mère, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Je vous paraphrase, mais c'est un peu ce que vous dites en filigrane dans ce livre. Vous ne vous attendiez pas à l'intervention de votre mère dans ce livre, et plus encore de votre grand-mère, que vous avez toujours connue comme la mère de votre mère. Et là, il semblerait que le livre prenne une autre tournure qui renvoie à quoi ? À quel aspect de votre histoire et de votre mémoire ? Oui, d'abord, en réécoutant Irène et en repensant à cette question d'identité narrative, c'est une notion qui est vraiment intéressante parce que je n'ai pas écrit ce livre à la recherche de mon identité. J'ai vraiment voulu explorer une facette de mon identité qui n'est pas le tout de ma personne. Et par exemple, c'est pour ça que je peux dire j'ai aussi ce sentiment d'être une migrante, de venir d'ailleurs, d'avoir à m'approprier le pays. Ça n'est qu'une facette de ce que je suis. Je suis aussi bien autre chose. Et par exemple, je suis très installée, évidemment, dans ce pays, à travers la langue, on va y revenir. Donc, il y a cette idée de traquer une partie de ce qu'on est, de ce qui nous constitue, de ce qui me constitue. Et c'était ça mon intention du départ. C'était vraiment de traquer ce côté où je venais d'une mère. Je venais d'une mère. Et là, si vous voulez... C'est le bonheur du psychanalyste. Mais oui, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'intention de parler de ma mère. Évidemment, ma mère, d'ailleurs, j'ai toujours dit, j'ai jamais rien eu à en dire. Elle était silencieuse, donc je ne disais rien d'elle. Et voilà, j'ai beaucoup parlé de mon père, c'est presque un gag de parler de mon père, tellement c'est constant dans mes interventions, dans ma pensée. Mais donc, je ne comptais pas du tout parler de ma mère. Alors, il y avait en écrivant le livre, et ça, c'est vraiment la merveille de l'écriture. Et au fond, c'est ça aussi que j'ai mis en partage par le livre. Il y avait la nuit au musée, d'accord. Ça, c'est une strate temporelle de mon livre. Il y avait le temps de l'écriture dans lequel je revisite, disons, la nuit au musée et j'essaye d'en tirer les harmoniques et je tire cette réflexion sur cette origine méditerranéenne et maritime, disons. Et puis là, au fil de l'écriture, apparaît au début du livre, à une ou deux reprises ou trois, ma mère. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Et je me dis, j'enlèverai ça. Hein, en relisant, j'enlèverai ce qui concerne ma mère, on s'en fiche. Et puis, au milieu de l'écriture du livre, venir d'une mère. Et tout à coup, j'entends pourquoi ma mère faisait ces petites apparitions au cours de l'écriture. Et j'allais sûrement pas les enlever, au contraire. Donc là apparaît la troisième couche du livre,
qui est curieuse et que j'ai laissée vraiment telle qu'elle apparaît. C'est-à-dire, j'ai été fidèle, disons, à ce surgissement de cette troisième temporalité dans le livre, qui est le surgissement de ma mère. Ben oui. Mon titre savait avant moi que j'avais à parler de ma mère, et que de fait, d'ailleurs, ma mère, je l'associe peut-être encore plus à la Méditerranée que mon père, alors qu'ils sont tous les deux nés en Tunisie, etc., et ayant vécu longtemps en Tunisie, puisque j'y suis née moi-même. Mais ça, c'était vraiment très intéressant, comment l'écriture fait surgir un insu. Et j'en étais la première surprise. Et ce qui était intéressant, et il me semble que ce qui peut être partageable de cette expérience, c'est pas tant ma mère, ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle représente pour moi. C'est presque ce qui m'intéressait plus et ce que j'espère avoir mis en partage, c'est comment, au fil de la pensée, du travail, de la réflexion, et puis parce qu'on va puiser en soi, écrire, c'est quand même aller puiser dans, je dirais, l'infraconscient, parce que sinon, c'est pas de la littérature, c'est de l'illustration, c'est de la pensée, mais c'est pas de la littérature. L'écrivain, c'est celui qui se donne les moyens d'aller puiser dans l'infraconscient. Et là, en faisant ce travail d'écriture, justement, et en puisant là, c'est ma mère qui apparaît. Et c'est ça que je donne à partager au lecteur. Au fond, c'est tout ce petit travail, ce surgissement, et comment je vais creuser ce surgissement de ma mère dans le livre. L'apparition de votre mère entraîne la quête de l'histoire encore plus lointaine, de la grande histoire et de la petite histoire dans la grande histoire, qui est la quête donc de la mère de votre mère, que vous allez retrouver à un endroit inattendu. Vous l'avez toujours su, mais vous n'y pensiez pas, dans votre propre prénom. Oui. Et là, c'est aussi, on replongeait toujours le dedans-dehors, on va chercher dans la lointaine mémoire une vérité, et en fait, on se rend compte que tout le temps, elle était en soi. Ah oui, bien sûr, ça, c'est le processus même de la découverte psychique, c'est qu'on sait, on devine, on pressent, c'était là et oui, c'était là sans qu'on le sache. Enfin, c'est tous ces processus du savoir très particulier qu'est le savoir psychique. On sait sans savoir, etc. Donc, en effet, j'ai exploré ce surgissement de ma mère. Je l'ai exploré et donc j'étais obligée d'en arriver à ma grand-mère. Oui, pourquoi j'arrive à ma grand-mère? C'est pas pour raconter mes histoires de famille. C'est parce que ma mère était donc mélancolique et silencieuse. J'ai eu une mère presque muette, une mère en tout cas qui m'opposait son silence. Donc je viens pas seulement d'une mère, je viens aussi d'un silence. Et pourquoi était-elle silencieuse? Puisque elle-même, pourquoi elle avait cette identité mélancolique, c'est parce qu'elle-même avait perdu sa mère quand elle avait 4 ans. Elle l'avait perdue, ça c'est la grande histoire qui arrive dans mon histoire personnelle, elle l'avait perdue pendant la guerre, pendant les bombardements alliés sur la Tunisie. Et cette perte, dont on lui a rien dit pendant longtemps, etc., l'a rendue irrémédiablement mélancolique. Donc c'est un deuil qui est impossible à traverser pour elle et qui l'a marquée. Alors, après, quoi dire? Donc je suis un peu allée à la recherche de la grand-mère. Je me suis dit, tiens, quand est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai cherché véritablement. Et je me suis souvenue, ou du moins j'ai repris conscience, ou j'ai pris conscience que, j'ai pas envie de le dire. Enfin, si, je l'ai dit déjà dans le livre. J'avais un deuxième prénom. J'en ai un premier que j'aime beaucoup, Belinda, mais j'ai un deuxième prénom. Je suis la seule à avoir un deuxième prénom dans ma famille, qui est pas très joli, mais bon, pardon si certains le portent dans la salle, mais je m'appelle aussi en deuxième prénom Marie-Louise. Et bon, c'est moins chic. Et Marie-Louise. Et donc, pourquoi on s'appelle Marie-Louise? Alors, je m'appelle Marie-Louise parce qu'à la mairie de Tunis, on ne voulait pas me baptiser avec un prénom bizarre comme Belinda. Et il fallait en trouver un second qui fasse passer le premier, donc Marie-Louise. Marie, d'accord. Marie, c'est le nom de la Vierge, de la mère. Mais Louise, c'est le prénom de ma grand-mère. Alors c'est banal d'avoir le prénom d'un ancêtre, mais là, cette grand-mère, c'était une drôle de personne, parce que avoir le prénom de ma grand-mère, c'était avoir le prénom d'une morte.
je veux dire avoir le prénom de quelqu'un qui est défini par le fait qu'elle est morte. Quand ma mère me donne le prénom de sa mère, elle me donne le nom d'une morte. Encore une fois, d'une personne qui a toujours été morte. Hein. Ce n'est pas une personne qui a vécu sa vie et puis qui a fini par mourir, comme c'est parfois le cas. Là, c'est quelqu'un qui se définit par le fait qu'elle est morte. Et en écrivant le livre, je me rends compte de ça. Ma mère m'a donné le nom d'une morte. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et donc, je suis obligée d'interpréter ça, cette façon de m'avoir désignée. Et c'est ce que je fais. Je propose qu'on écoute un extrait justement sur la question de la mémoire. Mémoire. En relisant mes notes dans mon journal laboratoire, je trouve en mai 2024 ceci. Ce qui me frappe, c'est l'allure de pelote de l'affaire. Tout est mêlé. Ma mère, l'ictus et l'AVC, la mémoire. J'avais écrit mémoire. Mon inconscient s'amuse. Je tisse, comme Pénélope, une idée après l'autre, ça s'enchaîne, mais enfin ce livre n'était pas censé être une autobiographie. Mémoire, mot valise, maman et mémoire. Je ne connais presque rien sur la famille de ma mère. Combien de fois ai-je écrit, comme au début de ce livre, ma famille paternelle, la seule que je connaisse ? Parce que ma mère elle-même n'en savait rien, et parce qu'elle était fâchée, tout à fait fâchée contre son père. Et le peu qu'elle devait savoir, elle ne nous l'a pas transmis. Du reste, il est possible que, n'ayant presque jamais vécu avec son père, elle ait su peu de choses. De toute façon, elle ne disait rien, sur rien. Est-ce important de connaître ce passé sien, qui, par la force des choses, est aussi le mien ? Pas sûr. Je ne sais trop pourquoi j'explore cette origine, ce silence. Pourquoi je veux le faire parler ? En me relisant, cependant, je suis frappée par la question prémonitoire que je me posais à l'oreille de ce livre. Ce qu'on n'a pas mémorisé, s'est-il déposé en nous ? Alors, mémorisons encore un peu. La question de la mémoire est omniprésente dans ce livre et parfois problématique. Vous dites que votre mémoire à court terme, ça va, mais qu'à long terme, elle se refuse souvent à vous. Il vous est arrivé aussi un souci médical qui semble assez traumatisant puisque vous perdez, je crois, un pan de votre vie, en quelque sorte. Est-ce que finalement, à travers ce livre, vous arrivez à comprendre le mécanisme de cette mémoire qui vous fait un peu la difficile ? Non, je ne saurais jamais pourquoi j'ai si peu de mémoire. Alors quand je dis ça, les gens disent « oui, mais moi non plus, j'ai aucune mémoire ». Moi, je trouve que je suis particulièrement amnésique. J'oublie vraiment beaucoup, longtemps, enfin j'oublie très vite les choses. Une fois, un ami, il y a très longtemps, m'avait dit « pense aux bénéfices secondaires ». C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et en effet, j'ai pensé aux bénéfices secondaires. En tout cas, un des bénéfices, enfin, je pourrais parler longtemps, là, on pourrait faire toute notre conversation là-dessus, mais un des bénéfices, c'est de m'obliger à écrire. Parce que ce que j'écris, je ne l'oublie pas ou peu. En tout cas, ce qui est dans mes livres, je m'en souviens à peu près. Et surtout, ça m'oblige à écrire. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à écrire mon journal d'enfance. C'est-à-dire mon père. Ça, c'est mon père qui m'avait dit « écris, sinon tu oublieras tout ». J'ai écrit et j'ai oublié. Et vous avez perdu aussi. Et en plus, j'ai perdu, puisqu'on m'a volé, en effet, tous mes carnets intimes en 2011, où donc j'ai perdu la trace, toutes les traces déposées de ça, de cette mémoire. Mais vous savez, j'aime beaucoup cette phrase, je m'en sers beaucoup dans le livre, qui dit en substance, enfin une phrase, c'est une sorte d'adage qui a été reprise souvent d'ailleurs, qui dit l'avenir, on voit à peu près ce qu'il sera, mais on ne sait pas ce que le passé nous réserve. Et j'aime beaucoup ça. Et vraiment, ça, c'est une très grande vérité. Et je crois qu'on passe sa vie à réaffronter ce passé, enfin à revisiter, disons, le passé et à y découvrir des choses. J'ai le sentiment d'avoir constamment, au cours du temps, et j'ai sans doute pas terminé, d'avoir constamment
repenser à quelque chose du passé, un événement, un élément, une pensée, une rencontre, que sais-je, et tout à coup de l'avoir éclairé d'une lumière nouvelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que perdre mes journaux intimes, c'était pour moi une perte cruelle doublement. Premièrement parce que donc ma mémoire m'était arrachée, les traces de cette mémoire, et comme j'en ai peu, donc je perdais beaucoup, mais aussi parce que je crois que chaque fois qu'on a l'occasion d'aller revoir, relire ou repenser au passé, on peut y découvrir des choses absolument nouvelles pour soi, enfin pour la compréhension de soi. Et donc perdre mes journaux, c'était perdre aussi la possibilité en les relisant de découvrir des choses, d'interpréter autrement ce qui était contenu. Mais pour en revenir à la question des identités narratives qu'on évoquait de Paul Ricoeur tout à l'heure, finalement, perdre une partie de sa mémoire, est-ce que c'est pas aussi une sélection naturelle de ce qu'on a envie de raconter de soi, de ce qu'on a envie de garder de son passé, qui nous définira? Parce que finalement, c'est le discours des vainqueurs ou des vivants ou des survivants qui demeure, et que finalement, vos pertes de mémoire, c'est peut-être finalement un choix inconscient. Peut-être. Peut-être. C'est toujours la version positive de cette affaire. En tout cas, vous voyez, par exemple, ce livre, c'est très caractéristique qu'à mon âge avancé, je sois conduite à repenser complètement des choses aussi anciennes que pourquoi je m'appelle Marie-Louise. Pourquoi j'ai ce deuxième nom? Vous voyez, c'était absolument imprévisible, et encore plus avant d'écrire le livre, mais d'aller interroger cette chose très ancienne qui m'a été donnée dans les premiers jours de mon existence et qui est mon deuxième prénom. Donc c'est vraiment toujours très intéressant d'avoir accès au passé parce qu'on ne sait pas ce qu'il va nous révéler. Alors il y a un autre aspect, et là on n'en dira pas trop parce qu'il faut garder le plaisir de la lecture, mais il y a un moment où on a le sentiment, on ne sait plus trop si, parce que là tout ce qu'on dit est extrêmement concret et réel et intime, puis il y a un moment... il se passe des choses dans ce livre, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si... Alors, d'ailleurs, à l'heure où je parle, moi-même, je ne sais pas, puisque vous ne me l'avez jamais révélé, mais on a le sentiment d'une étrangeté. Pourquoi cette étrangeté plane-t-elle à partir d'un certain moment? Est-ce que c'est l'écrivaine qui dit maintenant on va partir dans quelque chose peut-être de moins introspectif et plus justement retourner à la vie, retourner à l'extérieur, retourner... à la rencontre de l'autre? On peut leur dire, puisqu'ils sont venus, etc. Allez-y. Ils méritent. Vous prenez la responsabilité. Donc, simplement, en effet, ce livre, c'est un livre sur la mélancolie de ma mère, sur son silence, et comment je me construis, et ce qu'elle me donne aussi, parce que elle me donne des choses. Je crois qu'en m'appelant Louise, pour le dire vite, elle me donne une mission. Elle me donne la mission, elle remet au monde sa mère, moi, et elle me dit « Mais toi, tu vas être une mère vivante ». Et pour le dire vite. Et je crois que c'est ce qui explique que je sois une personne très vivante et que j'ai tellement travaillé sur le désir. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai construit une grande partie de mon travail depuis le début sur l'idée du désir, sur la question du désir. Le désir de vivre, c'est ma grande interrogation. Et c'est un grand mystère pour moi. C'est-à-dire que je m'en sens pleine de ce désir de vivre et en même temps, je n'en reviens pas. Et c'est pourquoi donc je travaille sur ce désir de vivre. Je crois que je le fais pour deux raisons. L'une étant qu'il a fallu que j'oppose à cette menace mélancolique. Une mère mélancolique, ça vous menace en réalité. C'est-à-dire que la mère mélancolique, elle dit « peut-être que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Peut-être que la vie, c'est cette chose triste et qui ne valait pas le détour. » Et donc, contre ça, c'est ce que je dis là un peu rapidement, mais contre cette menace que représente une mère mélancolique, je crois que j'ai opposé le désir. Et j'ai opposé le désir, véritablement. C'est comme, vous savez, c'est le barrage contre le Pacifique. Moi, je serai dans le désir. Moi, je penserai le désir, je travaillerai dans le désir. Donc, il y a ça, mais qui est peut-être très fantasmatique. Peut-être que je suis née avec ça, ce désir de vivre, et que, en fait, la mélancolie maternelle n'y pouvait rien, mais quand même, il y a cette menace. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ça,
Avant, je travaillais sur le désir, j'ai écrit des tas de livres autour du désir, voilà, j'étais ainsi faite. Et puis, c'est finalement pas si vieux, toujours ce que le passé nous révèle, pas si vieux que j'ai compris que, en fait, j'opposais le désir à la mélancolie maternelle. Et donc, c'est ça le scoop. Donc, ce livre se presque termine par un chapitre qui s'appelle « Opposer le désir ». Et comment j'oppose le désir, concrètement ? C'est terrible si vous ne l'avez pas lu, mais j'invente une fiction. Et c'est une fiction de désir. Donc, la fiction vient répondre à la mélancolie maternelle. Moi, c'est ça que je raconte. Je crois aussi, on n'a pas le temps d'y penser, mais je pense aussi que la fiction, c'est le langage du désir. La fiction porte en elle-même le désir. Et puis, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous donnez votre propre version de l'histoire, c'est-à-dire que c'est une fiction et en même temps, c'est votre version d'histoire, c'est celle que vous voulez imposer comme une vérité. Donc c'est une prise de pouvoir aussi sur le réel. Absolument, parce que la fiction, c'est toujours ça. Et en effet, je m'en suis déjà servi d'ailleurs de cette mécanique qui consiste à raconter, faire un récit et terminer par une fiction. Je l'avais fait dans La chair du temps, qui est donc le livre qui raconte. C'est un journal, La chair du temps, que j'ai écrit quand on m'a volé mes malles. J'étais tellement traumatisée par ce vol et par cette perte que je n'ai cessé de la réfléchir, d'y penser. Et donc j'écrivais pour m'en sortir, pour traverser cette violence que je ressentais. Et donc j'écris ces pages et ces pages, j'écrivais toute la journée au fond en me disant qu'est-ce que c'est que la mémoire, qu'est-ce que j'ai perdu, est-ce que dans mes livres il y a ce que j'ai perdu, est-ce que j'ai écrit ce qui était dans mes journaux, bref. Donc j'écrivais tout ça et au bout de 3 mois, mon éditeur, apprenant que je tenais ce journal de la perte, me dit on le publie. Alors je me dis d'accord, pourquoi pas, c'était sympathique. Et je me dis mais comment ? Un livre, ça commence et ça s'arrête. Un journal, ce n'est pas censé s'arrêter, ça s'arrête avec sa mort. Donc comment je fais pour transformer ce journal en livre ? Et l'idée m'est venue d'écrire une fiction. Donc pareil, c'est une fiction comme celle-là, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, voire jamais ou peu, ou pas tout de suite, qu'on est entré dans la fiction, puisque je reprends tous les éléments que j'ai évoqués au cours de ce livre, La chair du temps, et je joue, je fais intervenir un personnage. Et d'ailleurs, je pense qu'il s'appelle aussi Raphaël. Dans les 2 cas, les personnages masculins qui arrivent dans la fiction s'appellent Raphaël. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'aime beaucoup ce prénom, mais à part ça. Et donc, dans La chair du temps, je termine aussi par une fiction. Et j'ai mis du temps. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je balance une fiction dans le récit qui est absolument sincère ? La chair du temps, c'est vraiment mon journal tel que je l'ai écrit jour après jour. Et je crois qu'en effet, la fiction, c'est toujours une manière de reprendre la main sur ce qui nous arrive. Et dans La chair du temps, j'ai créé la fiction, pour le dire rapidement, d'un homme, Raphaël, qui arrive, qui a mes malles, les malles qu'on m'a volées, et qui passe un deal avec moi. Il me dit, on se connaît depuis longtemps, depuis l'enfance en fait, et si enfin tu m'épouses ou si tu acceptes de devenir ma compagne, je te rends tes journaux. Et si tu n'acceptes pas, j'en détruirai un chaque année, en commençant par le plus récent. Et je lui dis, c'est ça la fiction, je lui dis non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais perdre mes journaux. Mais cette fois, c'est moi qui l'ai choisi. Donc la fiction ne ment pas. Elle raconte bien que je perds mes journaux. Mais c'est moi qui le décide. La fiction met en scène la décision, la prise, vous voyez, la prise de pouvoir sur l'événement désastreux qui m'est arrivé. Et je vous assure que de me rendre compte de ça, de comprendre ce qui s'était passé à travers cette fiction, c'était pour moi une grande révélation. Donc vous avez raison, la fiction, c'est souvent, pour l'auteur, c'est bien d'autres choses, ça n'est pas que cela, mais pour l'auteur, c'est une façon de reprendre la main sur le réel.
Avant d'écouter un dernier extrait que va nous lire Irène, j'ai juste une question. Vous le redites dans ce texte, vous avez une passion pour la langue de Racine, pour Racine. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Pourquoi aimez-vous tant Racine en particulier? Parce que vous aimez la littérature, évidemment, en général, mais vous avez une passion particulière, si je puis dire. D'abord parce que, comme on l'avait commencé à le dire tout à l'heure, quand on vient d'une mer, quand on est dans ce pays, mais qu'on aurait pu être dans un autre, il y a des tas de parties de ma famille qui sont en Italie, en Allemagne, au Canada. Quand un pays est choisi, il n'y avait aucun Français. Enfin, si, ma mère était française, mais toute ma famille paternelle c'est des Italiens, des Siciliens. Donc, quand un pays est choisi, comme ça, on se sent un peu. On est chez soi, mais on n'est pas chez soi. Vous voyez, on aurait pu être ailleurs. C'est pas comme quand on est né là et qu'on a des ancêtres dans les cimetières du pays. Et donc, comment est-ce qu'on s'inscrit dans un pays? On s'y inscrit par la langue. Alors, j'ai jamais eu d'autre langue que le français, et même mon père, italien, sa langue, c'était quand même le français, puisqu'en Tunisie, les écoles étaient françaises. Mais lui avait d'autres langues. Il avait un peu l'italien, le sicilien. Moi, je n'ai jamais eu que le français. Mais quand même, j'avais le sentiment que c'était par la langue que j'étais absolument inscrite dans ce pays. Et que ce pays était le mien parce que la langue était la mienne. C'est pour ça que je dis souvent que je suis ma langue, en un seul mot. Mais Camus disait la même chose. Ma patrie, c'est ma langue. Dès qu'on a des origines comme ça, un peu flottantes, c'est la langue qui marque l'appartenance. Alors pourquoi Racine? Parce que c'est sublime, non? Moi, je fais partie des générations qui apprenaient Racine au lycée. On apprenait des pages entières de Racine. Et j'ai eu le sentiment que mon oreille, la musique de la langue française, je l'ai apprise surtout à travers Racine. Alors ça ne veut évidemment pas dire que Racine serait encore un modèle, au sens où on ne peut pas écrire comme Racine aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il y a une musicalité de la langue qui m'a été donnée par Racine et dont je me sens porteuse. Et c'est pour ça que je regrette qu'on cesse progressivement d'apprendre ces grands poètes de la langue, parce qu'en réalité, c'est eux qui nous donnent le sentiment de la langue. Oui, cet apprentissage par cœur qui crée un sillon à l'intérieur de nous et de notre mémoire, hein, et qui fait que, encore des années après, on peut réciter des pans entiers sans même le savoir. Alors, on va vous retrouver dans un instant en dédicace pour ce vraiment très très beau livre, Venir d'une mer. Irène, je propose qu'on finisse avec les mots de Belinda, mais à travers vous. Lorsque je m'installe sur le rivage, j'aime la fin de l'après-midi, quand il fait encore grand jour, mais que les rayons déjà obliques créent une mélancolie dans la lumière. Je plisse les yeux pour tenter de surprendre les poissons frôlant la surface. Je vois le dos rond des vagues, et quand le vent provoque des friselies, les milliers de petits soleils qui s'attachent à chacun, l'enchâssement de diamants mouvants, écrivait Lampedusa. Ne sachant ni l'une ni l'autre que ma mère s'y glisserait aussi, Alina Gurdiel, mon éditrice, m'avait dit « Je me demande comment tu vas faire entrer la Méditerranée dans un musée. » La réponse se trouve dans une lettre de Rilke. Si étendu que soit le monde extérieur, avec ses distances sidérales, il soutient difficilement la comparaison avec les dimensions, avec la profondeur de notre monde intérieur, qui n'a même pas besoin de l'immensité de l'univers pour être en lui-même incommensurable. Tout est possible, et jusqu'au surgissement de la profonde nuit intérieure, dans un livre qui trouve son principe dans le temps où les humains dorment, car la nuit, nul ne l'ignore, est le royaume des apparitions. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux, Irène Jacob, Belinda Cannon. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. On vous retrouve en dédicace. Merci.